débat avec tous ces hommes. Première question, c'est les véhicules sont de plus en plus complexes, sont de plus en plus chers. Donc, les expertises et les réparations sont aussi plus complexes et plus chères parfois. Est-ce que l'automatisation de certains process peut amener à repenser le modèle économique de l'expertise, à mieux valoriser certaines expertises à forte valeur ajoutée et puis à ajuster, on va dire pudiquement, le prix des expertises automatisées? Antoine Jouve. Ah, si, c'est vous qui vous y collez, je vous jure. Merci. C'est pas un truc très nouveau, pour être honnête. Ça fait depuis 5-6 ans qu'on se pose la question. Donc là, maintenant, les IA commencent à progresser, effectivement, mais la formation de nos experts vers les spécialités, alors les spécialités, il y a les poids lourds, l'agricole, le deux roues, etc., où ils ont une forte valeur ajoutée, je pense en particulier sur l'agricole et les poids lourds, par exemple, d'une part, et d'autre part, la formation des experts au contradictoire. Voilà, et plus spécifiquement sur le métier de la réparation, c'est quelque chose qu'on fait depuis des années et qu'on amplifie de plus en plus, parce qu'effectivement, la valeur ajoutée de l'expertise sur certains sinistres, ce qu'on a vu tout à l'heure et ce qu'on discute depuis ce matin, on se dit oui, il y a un moment, il y a peut-être d'autres solutions ou d'autres méthodes, surtout s'il n'y a pas de recours, surtout, etc. Donc ouais, c'est quelque chose qu'on anticipe, qui va arriver. On n'est pas spécialement inquiet. C'est aussi pour ça qu'on a développé des IA nous-mêmes, parce que ce qu'on se dit, c'est que, c'est un peu ce que dit Contrôle Expert aussi d'ailleurs, c'est qu'il faut que les IA qui font ça soient faites par des experts pour des experts. C'est-à-dire que vaut mieux que ce soit des experts qui fabriquent des IA qui maîtrisent, plutôt que de prendre des IA qui viennent d'ailleurs, on va dire, et qui soient plutôt des logiques d'éditeurs de logiciels. Donc voilà, on est plutôt dans cette logique-là. Après, la baisse des honoraires, oui et non. Alors évidemment, vu des assureurs, machin, mais je pense que les assureurs sont tout aussi intéressés par la qualité de service. C'est-à-dire amener plus de services à l'assuré. Que ce soit un assureur qui nous a demandé, par exemple, d'appeler tous ses clients qui avaient une perte totale et de passer un peu de temps avec eux pour leur expliquer ce qui va se passer. Bon, ben ça a un prix, certes, mais c'est surtout que c'est une autre logique. Je préfère, quand on parle d'honoraires, j'aime bien qu'on parle d'équilibre entre la maîtrise des résultats techniques, la qualité de service, les innovations qu'on peut faire avec les clients. Et ensuite, le niveau d'honoraire, il est correspondant à tout ça. C'est pas juste ce que je disais, les 6 minutes de chiffrage tout à l'heure, purement sur le chiffrage. Alors, une question qui n'a strictement rien à voir, mais en général, le niveau de digitalisation, comme les chaînes IFI, le niveau de digitalisation d'une chaîne de valeur se cale sur le niveau le plus faible. Donc, comment vous pouvez faire, vous, les acteurs de l'innovation, pour accompagner les chaînons les moins matures dans cette course à la digitalisation? On va commencer avec vous, l'assureur, Christophe Mithieu. Je ne vais pas être trop long, mais le principal vecteur, c'est l'accompagnement. On ne peut pas faire adhérer si on n'accompagne pas. Donc, c'est vrai que, au risque de me répéter, chez Covea, on a 17 responsables régionaux qui sont là pour accompagner la démarche, pour la faire comprendre, pour la piloter et pour la faire mûrir. Et il n'y a que comme ça, effectivement, qu'on arrive à faire admettre les évolutions, puisque c'est vrai que ce sont des fortes évolutions, même si on n'est pas encore dans le métaverse, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais bon, c'est déjà une pierre à l'édifice. Et à partir de ce moment-là, si on ne l'accompagne pas, il n'y a pas d'adhésion. Voilà. Nathalie Alain. Alors, je pense que je rejoins totalement ce que tu dis. Je pense qu'il faut accompagner et il faut surtout dire qu'il y a une valeur ajoutée derrière, dans le sens où on peut accepter un certain process avec la nouvelle technologie, mais derrière, il faut qu'on ait aussi cette faculté de pouvoir comprendre que demain, ce sera peut-être plus facile, ce sera peut-être plus rapide, et l'assuré a tout à y gagner. Christian Garès. Oui, un point complémentaire, il y a effectivement l'adoption, c'est la transformation de l'état d'esprit. Puis après, le rôle de l'ARVA, c'est de faciliter les choses au sens technologique, bien sûr, mais au sens aussi de réduction des investissements. Il y a quelque chose qui est flagrant quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, c'est que cette plateforme, et moi je n'en suis que, je suis qu'un passeur, hein, elle existe avant moi, elle existera encore après moi, donc il n'y a pas de, comment dire, par rapport à la remarque de tout à l'heure, de volonté de particulièrement mettre en avant d'ARVA, c'est juste qu'elle permet d'une performance de l'écosystème,
elle permet d'intégrer des solutions à des coûts technologiques qui défient toute concurrence. Et ça, c'est vraiment important de le dire parce que quand on regarde à l'étranger ce qui se passe, c'est flagrant. Donc, je dis bien, on a cette chance-là. Une innovation, dès lors qu'elle est adoptée, elle peut vraiment se brancher avec grande facilité. Donc, ça démocratise, je pense, l'accès aux technologies. Et vous pouvez passer votre micro à votre voisin de gauche, Raphaël Nicolas. Oui, Oh, oh, oh. excusez-moi. Oui, juste pour compléter, je partage les commentaires qui ont été faits pour compléter aussi ce que vient de dire Darva. Au niveau de la technologie, c'est bien sûr expliquer aux utilisateurs les bénéfices, d'accord, pour qu'ils l'adoptent, mais c'est aussi au niveau de la conception de ces parcours digitaux, penser aux différents intervenants qui vont jouer un rôle dans ce parcours digital et adapter ces parcours digitaux, on va dire, aux contraintes aussi des utilisateurs. Les réparateurs, les assureurs, les experts, les assurés, ils n'ont pas tous les mêmes contraintes. Donc, quand on crée des parcours digitaux pour eux, il faut prendre en compte aussi est-ce qu'il est chez lui ou pas, cet assuré, quelle est la contrainte du réparateur, etc., pour les rendre plus adoptables, on va dire, de manière globale. J'aimerais qu'on revienne sur la question de la confiance qu'on a abordée dans la table ronde politique tout à l'heure. Comment se construit la confiance entre un système d'expertise ou de chiffrage qui a été construit par un assureur, un expert ou un prestataire extérieur? Comment se construit la confiance? On commence avec vous, Gaëtan Villet. Alors, d'abord, je pense que le système, il ne doit jamais être construit par l'un ou l'autre des acteurs. Il doit être construit par tous les acteurs ensemble. Ensuite, on a de la chance d'être dans un pays où il y a beaucoup de réglementation. La confiance, elle va venir avec la réglementation. Une réglementation, si tout le monde respecte les règles, la sécurité routière, on a aujourd'hui RGPD, on va avoir à l'avenir on va avoir un AI Act européen qui va accompagner toute cette réglementation. Il y a un sommet dans 6 mois en Corée du Sud qui va donner des orientations. Il y en a un dans 1 an en France. Tout ça va continuer à maturer au niveau des intelligences artificielles, au niveau de la réglementation. C'est le premier point. Le deuxième, c'est la transparence. Et Raphaël disait tout à l'heure, voilà, c'est les assurés, ils acceptent des choses. Mais après, c'est parfois les utilisateurs dans la chaîne qui, eux, ne comprennent pas. S'ils ne comprennent pas, et moi, je suis un peu comme ça, j'ai besoin, je pense que pour que l'intelligence artificielle, on lui fasse confiance, quelques systèmes qui en utilisent, il faut qu'il y ait une certaine transparence et que l'utilisateur comprenne comment on arrive à un résultat. Je crois que c'était Emmanuel qui le disait hier ce matin aussi. Et le troisième point, c'est la performance, évidemment. La performance, s'il y a un système qui utilise un mix de technologies, d'hommes, d'intelligence artificielle, apporte une mauvaise performance au niveau du temps, au niveau du résultat, je pense que ça va vite se savoir. Et donc, là, on peut faire confiance aussi. Si la performance n'est pas au rendez-vous, les assureurs, dans leur ADN, c'est de porter le risque. Donc, ils ne prendront pas des risques pour ça, quoi. Nathanaël Alain, qu'est-ce qui fait que je peux avoir confiance dans le chiffrage de vos dommages grêles? Oui, je pense que c'est une très très bonne question. Je reviens sur l'aspect est-ce que je peux le comprendre, ce que le chiffrage me donne de la machine. Et après le retour d'expérience de ces 2 dernières années, on voit que le fait de montrer quelque chose et pas seulement de l'estimer, donc le mettre noir sur blanc, l'assuré et l'expert vont être enclins à donner un aval plutôt que juste une estimation ou un contractuel. Donc c'est vraiment intéressant de voir que l'humain est enclin à croire la machine, si on valide le résultat, si on l'explique. Donc je pense que oui, il y a un intérêt à continuer là-dessus, à expliquer et à prouver que la machine est là pour faciliter. Là-dessus, je pense que c'est important d'entendre un assureur aussi. Monsieur l'assureur. Alors, la confiance sur cet aspect-là, puisque à la rigueur, je vais prendre le parallèle sur la grêle, puisqu'on travaille aussi avec un prestataire, avec un scanner grêle. En fait, ce qui est important, c'est, comme l'a dit Gaëtan, il faut mettre tout le monde autour de la table. Parce que le scanner, il est puissant, il permet de compter les bosses, presque plus que l'œil humain.
d'ailleurs, donc ça peut être aussi inflationniste pour Parce que l'assureur. j'ai cru comprendre que l'expert, à la fin d'une journée d'estimation de dommages grêle, il ne voyait plus rien. Ah non, il ne voit plus rien. Si, il voit des barres parallèles, noires et blanches, mais c'est vrai qu'il ne voit plus rien. Donc, encore une fois de plus, ça doit être aussi une aide à l'évaluation. Et aujourd'hui, bon, le sujet n'est pas encore mature. Il demande encore à être corrigé. Et on travaille beaucoup chez Covea avec notre technocentre CESVI pour valider ce type de fonctionnement. Je pense, juste pour ajouter, je pense que c'est là aussi sur l'intelligence artificielle. Donc, nous, on reprend peut-être l'exemple de la grêle, mais qui est peut-être un peu plus parlant et un peu plus concret. On demande vraiment, nous, en tant que prestataire, d'avoir un standard au niveau du marché. C'est-à-dire que, oui, ça ne sert à rien de nous produire de l'AI ou n'importe qui et de l'utiliser que chez nous. En fait, il faut vraiment pouvoir avoir une solution qui soit pluggable, soit avec Darva ou quoi que ce soit, mais avoir un retour ensuite pour pouvoir vraiment le faire accepter au niveau de tous les utilisateurs. Donc, il faut un standard. Antoine Jouve, Christian Garret, je ne sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus. Antoine Jouve. Ils ont dit beaucoup de choses déjà. Je pense que quand on a déployé, alors déjà, je vais faire une intro. À la limite, Pax EAD, l'outil qu'on a fait pour les experts, j'aimerais qu'on arrête de dire qu'il y a de l'IA dedans. Honnêtement, on s'en fout. C'est pas là, on n'a pas fait ça pour faire de l'IA, quoi. On a fait ça pour faire une solution pour les experts. Donc, on dise que Max EAD, c'est une solution pour les experts avec des composants. Il y a plein d'autres choses dedans que de l'IA. Il y a aussi de l'ergonomie, il y a aussi des API, ce qu'on disait sur les vitesses, il y a des interfaces avec des outils, il y a plein d'autres choses. C'est une solution globale. Donc déjà, juste entre guillemets en intro, je préfère qu'on parle de solutions, de cas d'usage, d'outils. Alors des fois, il y aura de l'IA, mais à la limite, c'est presque un non-sujet d'une certaine façon. Bon. Ensuite, en termes de confiance, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait effectivement avec des experts. On a testé avec des experts. On a fait évoluer. Alors en plus, les experts sont assez exigeants. Alors, c'est-à-dire que quand l'IA fait des trucs qui ne leur plaisent pas, ça se voit assez vite. On a vite des retours de mais c'est quoi tes conneries. Bon. Voilà, et donc on a pris le temps, on n'a jamais forcé personne. Progressivement, les gens y ont vu un intérêt, c'est-à-dire qu'ils se retrouvaient dedans. Après, ils ont compris aussi que l'IA, c'est pas, enfin, la solution pour arrêter de parler d'IA, c'est pas une boîte magique. C'est-à-dire que sur 1000 cas, bah ouais, il y a 10 cas qui vont être nuls. Voilà, c'est normal, on le sait, voilà. Mais il y en a 990 qui vont être super. Voilà, et donc ils se sont habitués à ces logiques, machin. Là, on est à 65% de taux d'adoption sur 700 experts. Voilà, donc ça prend tranquillement, on ne force pas les gens, encore une fois. Et eux, ils voient la valeur ajoutée. Et eux, je trouve que comme preuve de confiance la plus évidente, c'est qu'eux sont capables de l'utiliser justement pour avoir le contradictoire avec les réparateurs. Et que ça leur fait un argumentaire, ils sont capables de s'appuyer dessus derrière. Je vais passer un peu du coq à l'âne, je suis désolée, mais on speed un peu. J'aimerais qu'on aborde la question des usages et de l'appropriation des usages par les utilisateurs, qu'ils soient experts, réparateurs ou assurés. Parce qu'on se rend compte que les cimetières sont pleins d'innovations magiques dont personne ne s'est jamais emparé. Donc, qu'est-ce qui fait à quel moment on se pose cette question-là On commence par qui cette fois? Ploum ploum. Gaëtan Hullet. J'ai gagné quelque chose. Mon estime. Merci, c'est sympa. Alors, pour répondre à la question, comment l'utilisateur... Je pense que ça rejoint la question précédente sur la confiance, pour partir de là. Chez ContrExpert, on a une équipe de R&D, vous l'avez vu, qui travaille sur un certain nombre de projets, d'ailleurs, dont certains sont sponsorisés par l'Union européenne directement, comme OpenGPTX ou QK. Et parmi ces projets, il y en a un qui s'appelle HumAINE. Vous l'avez vu, on a mis le logo. C'est un projet dans lequel il y a des entreprises qui sont... Nous, on est l'InsurTech de ce projet-là, mais il y a des entreprises qui viennent de plein de secteurs. Et l'objectif, c'est comment on fait pour qu'il y ait une acceptabilité de l'intelligence artificielle pour les utilisateurs. Et on va pas y aller par 4 chemins. Il y a un enseignement, c'est il faut que l'homme comprenne qu'il a le contrôle. Vous montez dans un avion, il y a un pilote automatique qui peut prendre le contrôle sur quasiment tout le trajet. Pourquoi vous faites confiance? Vous faites confiance parce qu'il y a une bonne performance et vous savez que c'est l'homme qui a le contrôle. À tout moment, le pilote il peut prendre le manche et puis gérer l'avion, quoi.
C'est un petit peu la même chose avec ces technologies-là. Pour qu'elles soient acceptées, il faut que tous, l'utilisateur, comprennent et sachent que l'homme a le contrôle. L'un de vous m'avait cité l'exemple d'un bouton. Ensuite, je me souviens plus. Oui, c'est moi. C'est moi. Bah, allez-y. Voilà, c'est-à-dire qu'un bouton que vous mettez dans un logiciel qui apporte un résultat, même si le résultat est super bon, vous mettez ça dans... vous mettez, tiens, au BCA, tu mets un nouveau bouton, Antoine, et puis ce bouton doit apporter un résultat. Puis tes experts n'ont aucune formation, on leur a rien expliqué, tu les forces à utiliser le bouton. Ils vont utiliser le bouton, ils vont voir que le résultat est super bon. Ils n'ont pas compris, après, la semaine suivante, tu dis que le bouton est optionnel, tu verras, il n'y a aucun expert qui va l'utiliser. Ils vont à nouveau continuer à faire comme avant. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de comprendre. C'est ça l'histoire du bouton. Et puis, il y avait des cas d'usage, en effet, dans le projet de recherche Humaine. Ouais. Sur les questions d'acceptabilité, d'usage. Bon. J'ai rien à rajouter par rapport à Gaëtan. C'est vraiment effectivement de l'acceptation. Et pour qu'il y ait acceptation, il faut qu'il y ait compréhension. Et pour qu'il y ait compréhension, il faut qu'il y ait explication. Et il faut que les gens comprennent les bénéfices aussi, je pense. Au-delà de la compréhension, pourquoi ils vont l'utiliser. Oui, dans le cadre de la photo, mine de rien, ça leur évite d'aller au garage. Oui, dans le cadre de toutes les technologies dont on a parlé, c'est quel est finalement l'intérêt? Pourquoi on me demande de l'utiliser? Pourquoi ça va être plus bénéfique de l'utiliser que de ne pas l'utiliser? Antoine Job, non, je vous voyais. Non, je réfléchissais sur en fait, un des sujets qu'on a. Alors, on a beaucoup de clients, beaucoup d'assureurs, qui ont tous, en fait, se rendent compte de plus en plus des stratégies assez différentes en réalité. Alors, il y en a, ils vont aller vers du gré à gré, d'autres, ils vont aller sur du contrôle de devis, d'autres, ils vont aller sur du contrôle facture, d'autres, ils vont aller plus sur des spécialités, d'autres, ils vont aller sur l'EAD, etc. Et je pense que dans les usages, justement, ce qui est intéressant, je pense en termes de maturité par rapport au sujet qui nous occupe, on en est au début. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas une solution simple où tout le monde se dit mais c'est génial, je vais mettre ça en place, quoi. Il y a beaucoup de. Alors, c'est plus que des tests quand même, hein. On va passer le cap d'époque, mais voilà, je pense qu'on a encore 2-3 ans peut-être pour que justement les cas d'usage, quels qu'ils soient, deviennent des choses plus évidentes. C'est-à-dire que le marché aussi soit adapté. L'EAD, ça a pris, mine de rien, 10 ans pour que les gens s'y adaptent, hein. Ça n'a pas été en claquant des doigts, quoi. Voilà. Et puis, il y a même encore des assureurs qui ne veulent pas faire d'EAD. Bon. Voilà. Et donc, il y a toute cette logique en termes de cas d'usage qui doit progressivement démontrer que ça sert à quelque chose, que c'est vraiment qu'il y a une valeur ajoutée globale pour l'ensemble du circuit. On va rester sur les cas d'usage. On commence à avoir une idée assez précise de cas d'usage de la data, de l'intelligence artificielle. Sur le métavers, je trouve que ça reste encore un petit peu flou. Là-dessus, je dois être vieux, en fait, ça doit être ça. Je commence à être trop vieux. Mais j'ai demandé à Emmanuel, et on a prévu, qu'il me fasse une démo concrète, pratique. Moi, en fait, j'ai entendu, il y a AXA là, qui a acheté un terrain dans le métavers. Moi, je vais aller sur le terrain d'AXA dans le métavers. Voilà. Ou alors, moi, je peux aller dans leur vrai vignoble à choisir. Hein. Oui, mais ouais, je les connais déjà, les vignobles d'AXA, un petit peu. Ils sont très bons par ailleurs. Mais, mais voilà, j'aimerais bien voir concrètement, j'ai du mal à mettre... La blockchain, on en a parlé, il y a des moments, il y a quoi? Il y a 5-10 ans, tous les assureurs se lançaient sur la blockchain, c'est l'euphorie. Les retards d'avion, les machins, les pertes de bagages, c'était génial. Ouah, bon, je suis désolé, dans la blockchain, dans l'assurance, on n'entend plus parler tant que ça, quoi. Voilà. Après, le métaverse, moi, j'ai du mal, pour l'instant, à plonger dans quel serait le cas d'usage concret qu'on pourrait mettre en place sans basculer dans une logique de faut tout refaire. Parce que là, ce qui a été présenté ce matin, à part refondre tous les sites d'à peu près tout le monde, alors Darva, voilà, il faut tout refaire, quoi. Tout refonder, refaire tout complètement. Enfin, moi, je veux bien, mais ça ne va pas se faire en 10 minutes, quoi. Moi, je dois être un peu vieille aussi, j'ai du mal. Mais Raphaël, je devais demander de demander à vos collègues spécialistes de l'image s'ils avaient Oui. Quand vous m'avez demandé de réagir là-dessus, j'étais pas très chaud. Parce que effectivement, je suis un petit peu comme vous. Nous, on a l'ADN de la vidéo, de la photo depuis 15 ans. Donc, on est obligé de s'intéresser à ce type de tendance. Si on est out. C'est bien pour ça que j'insistais. Oui, bien sûr.
on est obligé, et c'est vrai, quand on voit la vidéo d'Arva, ça nous plonge dans un monde, ça nous fait un petit peu rêver, ça nous fait un peu peur, et puis on se dit, mais qu'est-ce qui est réel dans cette vidéo? Si je le veux demain, dans combien de temps je pourrais l'avoir, ce que je vois dans cette vidéo? Et c'est vrai que nous, on enrichit déjà nos solutions de réalité augmentée, on est capable d'intégrer des modèles 3D pour le superposer sur de la vidéo en temps réel, etc. On est capable de proposer des expériences un peu plus immersives en utilisant des lunettes connectées côté utilisateur, etc. Mais c'est vrai que j'ai encore du mal à me projeter sur des cas d'usage qui vont être mis en place rapidement à un coût acceptable face aux bénéfices que ça va apporter, en fait. Parce que quand on apporte une solution à un client, il nous demande est-ce que c'est facile à utiliser? Combien ça coûte? Et est-ce que c'est accessible comme technologie? Là, on a vu Metaverse, c'était une des questions. J'ai besoin de quoi? De lunettes connectées qui coûtent 1 000 €, la lunette 3 000, excusez-moi, 3 000. Donc pour moi, en termes de cas d'usage. Mais je pense que Carglass va les donner à ses clients bientôt. Voilà. Non, mais encore une fois, c'est le bénéfice, investissement-bénéfice qui. Mais ça paraît encore un peu loin, en tout cas, de mon point de vue. Christian Garès, vous ne pouvez pas ne pas réagir. Oui, non, moi, je crois que là-dessus, il faut être très, très humble. La courbe d'adoption des technologies, on l'avait vu ce matin, et dans les graphes d'Emmanuel, elle est de toute façon imprévisible. On ne sait pas quand un produit décolle. On ne sait jamais. On fait des perspectives. Il y a des choses qui se crachent ou qui réapparaissent 5 ans, 10 ans plus tard. On n'en sait rien. On pourrait penser à l'iPhone, etc. Donc, il faut là-dessus être très prudent. En revanche, il y a une certitude, c'est que on a fait un plan stratégique, nous, d'Arva, en 2019 jusqu'à 2023. On avait écrit plein de choses dans ces intentions-là. On s'aperçoit qu'elles sont toutes vraies, ou presque, pas toutes, mais un bon nombre, mais que ça va juste prendre beaucoup plus de temps. Là où on pensait qu'une transformation d'un usage, tu parlais de l'EAD, Antoine, ça a pris 10 ans. Alors nous, on s'était dit en 2019, ce truc-là, dans 3-4 ans, c'est fait. Bon, en fait, ça commence juste à frémir et ça va nous prendre non pas encore 5 ans, mais peut-être 10. Donc, en fait, c'est ça. On est dans le temps long, parce qu'en plus, dans l'écosystème dans lequel on opère, n'y voyez pas une critique, mais on est sur des systèmes quand même avec de fortes inerties, hein, parce qu'il y a des usages, il y a des transformations des états d'esprit, il y a des systèmes d'information derrière avec des milliards d'investissements. Ça, on oublie de le dire. Des assureurs. Ça aussi, mais ça, c'est une. Et il y a des impacts RH. Exactement. Et ça, c'est des réalités. Il faut composer avec. Donc, on verra ce que donnera le métavers. Alors, dernière question, pas très fun, mais néanmoins importante. Antoine Jove, question du RGPD. Comment on intègre les contraintes du RGPD dans le traitement des données, puisque les données, c'est quand même le moteur de l'intelligence artificielle. Il y a déjà Benoît qu'on a un petit peu parlé sur la collecte de l'autorisation. Est-ce qu'on a le droit d'aller lire la boîte noire comme on veut d'une voiture? Pas si évident que ça. Qui peut accéder au SIV, sachant que l'immatriculation est une donnée personnelle? Bah, c'est pas si évident que ça. Est-ce que tout le monde a l'opt-in à chaque fois? On pourrait se poser la question. Voilà, dans le traitement d'image, un des problèmes qu'on a eu, c'est le pare-choc, parce que sur le pare-choc, il y a l'IMAT. Bon, et ben, on ne peut pas utiliser des prestataires qui ont des super puissances de calcul en leur envoyant des photos de pare-choc, parce que dessus, il y a l'IMAT. Bon, alors on peut flouter l'immatriculation. L'immatriculation, ouais. Ouais. Voilà, il y a tout un tas de sujets. Après, le consentement de l'assuré, en tout cas, semble plus qu'essentiel pour avoir l'information, accès à l'information, l'accès disponible. Donc, on a toute une politique, parce qu'on a quand même pas mal d'historique de rapports. Après, se pose la question de qui appartient le rapport, accessoirement, entre le propriétaire, l'ancien propriétaire, le nouveau propriétaire, enfin, tout un tas de monde. C'est pas simple non plus, ces histoires. Voilà, après, j'entendais, c'est Stellantis, je crois, qui veut faire 1 ou 2 milliards de chiffre d'affaires sur la vente de données purement liées à l'utilisation des véhicules. Ouais, il y a Facebook qui fait déjà ça pas mal, qui veut être payant maintenant. Donc voilà, jusqu'à quel point la donnée, la propriété de la donnée à l'utilisateur final, parce qu'à la fin, c'est quand même sa voiture, jusqu'à quel point, comment on fait pour bien respecter ça dans l'ensemble des schémas? Alors, dans nos IA, on a respecté tout ça, bien évidemment, hein, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais ce n'est pas un sujet simple. Ben voilà, c'est sur vous que c'est tombé. Je vous remercie beaucoup. On arrive au terme
à la fois de cette table ronde, de cette journée. Vient l'heure de la conclusion avec Rodolphe Pouvreau et son petit robot magique. Merci.